La fin du vote obligatoire, un parcours d'intégration payant, la rupture avec l'UNIA, la suppression du statut de fonctionnaire, une tentative de définition de l'identité flamande, ça y est, 127 jours après les élections, la Flandre a réussi à se trouver un accord de gouvernement. 300 pages qui explique la politique qui sera menée pendant 5 ans dans le nord du pays et présidée par notre ancien ministre de l'Intérieur, Jan Jambon. Alors, il n'est pas vraiment pertinent de faire du cas par cas, mais voici juste la composition idéologique de cette nouvelle majorité. La majorité, justement, parlons-en, tous les regards se portaient sur les deux grands gagnants de ces élections, qui cumulaient à eux deux plus de 43% des votes, le parti autonomiste de droite radicale, la N-VA, et le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, qui revenait de loin, et qui nous avait donné, rappelez-vous, cette image historique. Tom van Grieken, le tout jeune président de l'extrême droite, foulant le parvis royal sur invitation contrainte du roi, qui pouvait difficilement fermer les yeux sur cette victoire électorale, au risque de se mettre pratiquement un flamand sur deux à dos. La dernière fois que l'extrême droite a été reçue au Palais Royal, c'était avec Léon de Grelle en 1936. Mais finalement, il n'en est rien, vu qu'un accord a été trouvé entre la N-VA, qui mathématiquement est absolument incontournable, le CD&V, les chrétiens de centre-droit, et l'Open VLD, le parti libéral. Bref, une bis repetita du gouvernement sortant. Tout ça pour ça. Alors même si la N-VA est le parti majoritaire dans ce nouveau gouvernement flamand, pas de panique pour autant concernant tout ce qui est indépendantiste. Vu que cette question, qui est l'ADN même, l'essence de ce parti politique, va une fois de plus être mise au frigo pendant 5 ans. Mais, il y a un mais. Parce que, entre théorie et pratique, nous mènerons des négociations pour faire un gouvernement sans la NVA, c'est clair. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Je vais quitter la vie politique active. Alors effectivement, c'est pas pour demain la République van Vlaanderen, mais à côté de ça, la Flandre n'a jamais été aussi en rupture avec l'État fédéral. Premièrement, elle met un terme au vote obligatoire lors des élections locales. Il y aura donc 2 systèmes électoraux différents dans un même pays. On notera également l'existence d'un portefeuille ministériel de la justice au niveau flamand. C'est assez particulier car ça n'existe pas en Wallonie, la justice, pour rappel, est une compétence fédérale. Deuxièmement, la Flandre se retire du Centre interfédéral de lutte contre les inégalités et les discriminations, appelé UNIA, qu'elle finançait à hauteur de 10%, soit 800 000 €, mettant en avant, je cite, le fait qu'UNIA n'est pas neutre en véhiculant des idées gauchistes et prenant plus en compte les discriminations musulmanes que juives. Elle mettra aussi un terme aux subsides d'associations turques et marocaines qui, je cite, encouragent la ségrégation. Effet d'annonce ou pas pour plaire aux électeurs du Vlaams Belang, cette rupture risque d'être compliquée à mettre en œuvre. Tout d'abord parce qu'on ne casse pas comme ça un accord de coopération interfédérale, qui plus est lorsque celui-ci a été récemment reconduit juste avant les élections. Ce qui veut dire qu'il faudra donc attendre 2023 avant que cela soit potentiellement possible. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'argent public, et que la Flandre a fixé son équilibre budgétaire pour 2021 seulement, créer de toutes pièces une nouvelle instance qui existe déjà par cofinancement, chacun est juge, mais c'est de l'argent vraiment dépensé de façon peu efficace. En plus, ça crée de la confusion pour les citoyens. Pas d'indépendantisme donc, mais une réelle volonté de s'émanciper des institutions fédérales au profit d'une identité flamande. C'est notre 3e point le plus important à retenir, la création d'un canon flamand. Alors, comment comprendre ce terme de canon flamand? Eh bien, de la même manière que canon de beauté, un ensemble de caractéristiques qui permettent de définir ce qu'est le beau, ce qu'est l'esthétique, vis-à-vis du laid et de l'ingrat, donc la même chose, mais à des fins identitaires. Des experts vont donc travailler sur ce qu'est le flamand, ce qu'est la culture, ce qu'est l'histoire flamande, et ce sera distillé dans les écoles et dans les parcours d'intégration. Ça me rappelle vaguement un truc dans mon cours d'histoire, mais j'arrive pas à revenir dessus. Un parcours d'intégration pour demandeurs d'asile qui lui sera renforcé et payant, 180 € pour suivre des cours d'histoire et de citoyenneté, plus 180 € pour pouvoir passer l'examen, à repayer en cas d'échec.
Mais toutefois, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, cette mesure est accompagnée d'une aide à l'embauche et ça c'est plutôt positif. La Flandre se rapproche donc des États qui adoptent déjà une immigration sélective, comme les USA, le Canada ou l'Australie par exemple. Pour terminer, parlons emploi. C'est vrai qu'avec 5% de chômage, la Flandre n'a pas non plus une pression populaire à ce sujet. Elle vise néanmoins le plein emploi d'ici la fin de la législature. Concrètement, ça veut dire que 80% de sa population qui est apte à travailler, travaillera. Il ressort vraiment une volonté de choyer les travailleurs. On ressent que l'objectif de ce rapport est clairement de limiter ou plutôt de contraindre l'assistanat. Par exemple, les bas salaires pourront bénéficier d'une importante baisse d'impôts, parce que la Belgique est un pays qui est fort taxateur. Ou encore le fait que les chômeurs de longue durée devront après un certain temps réaliser des tâches au service de la collectivité. Tout ça pour creuser l'écart qui, c'est vrai, est relativement infime entre les allocations de chômeurs et les plus bas revenus. A noter aussi la fin du statut de fonctionnaire, qui ne sera pas non plus sans incidence sur la fiscalité.